Sacha Brous est morte, car dans ce monde cruel, tout plan nécessite des sacrifices. Oui, Eren Yeager, elle est morte à cause de toi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre analyse de l'épisode 8 de la saison finale de l'attaque des titans. Ça y est, on est à la moitié. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. Mais juste avant, on voulait vous faire un gros merci pour votre enthousiasme concernant notre boutique Kamal Ekita qui cartonne. Vos commentaires sont adorables, vous avez explosé toutes les ventes et merci énormément de nous soutenir de cette façon, c'est très important pour nous. Alors sachez que la boutique est encore disponible en description, foncez, elle ne reste plus très longtemps. Les artistes et nous-mêmes sommes complètement submergés par les retours positifs de la boutique et vous savez que comme nos vidéos sont toutes démonétisées, en tout cas les 3/4, c'est un moyen qui permet de nous soutenir tout en vous faisant un petit cadeau. C'est toujours en édition limitée, il y a plein de produits de fans faits par des fans, ça se trouve dans la description, donc foncez et à nouveau merci à tous. Mais trêve de blabla car le temps presse. En effet, le sang royal et l'originel sont enfin réunis. Eren, onegai, kaette kite. 勝負は今ここで決める誓った進む戦え戦え戦え戦えお前がエレン・イェーガーか。全然親父と似てないな。何？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。 Tout commença il y a 107 ans lorsque le 145e roi Fritz, Karl, décida, après avoir obtenu le titan originel et donc par la même occasion la mémoire du monde, lui dévoilant 2000 ans de massacres sur le peuple Mar, décida donc de fuir le continent avec une partie de son peuple et de s'enfermer derrière des murs. À ce moment-là, et culpabilisant de tous ces meurtres, décida donc de refaçonner le titan originel en implantant un pacte de non-agression entre le sang royal et le titan originel, pour qu'à partir de ce moment-là, plus aucun détenteur du titan originel, plus aucun membre de la famille royale puisse se révolter, ne puisse plus attaquer et se laisse tout simplement mourir car coupable de 2000 ans de massacre. エルディアが再び罪を犯すというのなら、我々は滅ぶべくして滅ぶ。我は始祖の巨人と不戦のちぎりを交わした。壁の王は大陸の王家にそう言い残し、壁の門を閉ざした。 Expliquant pourquoi Mar put envoyer des enfants détruire des murs sans qu'aucune riposte ne soit faite de la part d'Eldia, de la part de la famille royale. Tout simplement parce qu'avec ce pacte de non-agression, elle ne pouvait pas agir. そんなこと壁の王が許すわけない。壁の王は戦わない。 Seulement grand défenseur de la cause eldienne, Grisha Yeager est envoyé sur Paradis et dévore le titan originel. À partir de ce moment-là, le sang royal et le titan originel ne sont plus ensemble. もはや民を守らぬ王は王ではない。必ず見つけ出して、臆した王から始祖の巨人を取り上げろ。それが俺たちの使命だ。 Là est la véritable menace de ce monde, les Yeager, les chasseurs. C'est alors sur scène que Willy Tybur l'évoque. Le nouveau diable, le danger de ce monde est Eren Yeager, car possédant le titan originel sans avoir du sang royal et donc non soumis au pacte de non-agression. Il est donc capable de déclencher la plus grande crainte, la plus grande terreur du monde, le grand terrassement, détruire les murs composés de titans colossaux qui iraient piétiner le monde entier. 地ならしです。先ほど説明した通り、王家の血筋は不戦のちぎりにより始祖の巨人を行使することはない。しかし現在、始祖の巨人を身に宿すエレン・イェーガーは地ならしを発動させる可能性を秘めています。 Seulement pour déclencher ce grand terrassement, il faut deux conditions, être de sang royal et posséder le titan originel. Mais ce pacte de non-agression l'empêche. Eren Yeager a donc besoin, pour déclencher le grand terrassement, de toucher un membre de la famille royale
transformé en titan. C'est alors face à Dina Fritz, mère de Sig et donc membre de la famille royale, transformée en titan, puis pour la toute première fois user du pouvoir de l'originel en la touchant. À partir de ce moment, le lien est fait. Pour déclencher le grand terrassement et user des pouvoirs de l'originel sans être de la famille royale, il faut donc toucher un membre possédant le sang royal en forme titan. Jusque-là, nous était proposé alors une seule solution, transformer la dernière héritière du sang royal sur Paradis, Historia Fritz, en la transformant en titan pur et utiliser le pouvoir de l'originel. 私はダイナ・フリッツと申します。王家の血を引く者です。まさか Seulement cela revenait à la sacrifier car la transformer en titan pur, incapable de revenir en forme humaine à condition qu'elle ne mange un détenteur de titan. Seulement une autre solution était possible car de l'autre côté de la mer existait en réalité un dernier héritier de sang royal, Sig Jaeger, possédant un titan primordial et donc capable de se transformer en titan tout en ayant la capacité de redevenir humain. Reiner et Bertholdt, après avoir témoigné de la puissance d'Eren Yeager qui venait de déclencher le titan originel, rapportent tout ça aux autorités Mar, rapportent ça à leur capitaine Sig Jaeger, qui comprend alors qu'il y a un certain Eren Yeager qui porte le même nom que son père, qui possède le titan originel. On peut alors en déduire à ce moment-là, et comme nous l'explique la fin de la bataille de Shiganshina, que Sig Jaeger comprend que son petit frère a la capacité de déclencher le grand terrassement et les pouvoirs de l'originel si ils se rencontrent. C'est pourquoi il lui dit « Ne t'inquiète pas, je reviendrai te sauver ». エレン、いつかお前を救い出してやるからな。 À cet instant T, Sig Jaeger ne pense alors qu'à une seule chose, retrouver son petit frère afin de pouvoir se toucher et déclencher l'originel. Une alliance est donc faite entre les deux frères. Mais comment? Impossible de se voir, la mer les sépare. Ils ont donc eu besoin d'une intermédiaire. 評判良かったんですけどね。 Faites la connaissance de Yelena, soldat Mar envoyé en reconnaissance sur l'île de Paradis il y a 4 ans après la défaite de Reiner, Bertholdt et Annie pour savoir ce qu'il se trame sur l'île des démons eldiens. Pickfinger se rappelle donc, après avoir fait la visite de ce même bateau, qu'il s'agissait bien du fameux cuirassé de reconnaissance à n'être jamais revenu de l'île de Paradis. Sur le pont de ce bateau, nous pouvons retrouver cette Yelena, mais aussi Onya Kompon, étrangement le pilote du dirigeable sous les ordres d'Anji Zoe. On peut donc en déduire que là était le moyen de communiquer des deux frères, jusqu'à se faire totalement confiance pour aller se rencontrer de l'autre côté de la mer sur un banc. Arrivé donc à la moitié de cette saison, il est très intéressant de la revisionner entièrement jusque-là et de se rendre compte que, assis sur ce banc, Falco s'interrogeait face à Monsieur Kruger et lui demandait s'il avait reçu de la visite, vu qu'à côté de lui était ce gant de baseball et cette balle de baseball. Ce à quoi Eren répondait « Oui, ma famille est venue me rendre visite ». Alors nous, forcément, on pensait aux soldats, à la famille qu'on connaît depuis toujours, mais finalement, non. C'était bien du premier degré, il fallait le prendre au sens littéral, c'était bien sa famille, c'était Sig. それは家族の方からですか？病院の生活は退屈だろうってな。 Un banc qui décidément est très familial, hein, où il y a petit frère, grand frère et grand-père Jaeger. Et alors on se souvient avec vertige de ce singe géant qui utilisait des termes de sport américain développé, à savoir le baseball, que lorsqu'il déchirait absolument tout le bataillon d'exploration, match perfect. Une terminologie qui n'existe absolument pas à Eldia, puisque ce sport n'existe pas. C'est pourquoi Isayama joue toujours avec les codes figuratifs, comme la balle de baseball, qui nous semble tout à fait anodine pour nous, personnes de notre monde réel. Cependant, pour Eren Yeager, il n'a jamais vu une balle de baseball de toute sa vie. Il n'a jamais vu de gants de baseball de toute sa vie. Il n'a jamais entendu match perfect de toute sa vie, qui est pourtant d'ailleurs un titre de chapitre.
投げ方を変えたんだよ。 Alors sur ce banc, ils ont forcément dû se dire quelque chose, comme par exemple, pendant une nuit nous allons attaquer, et pendant une nuit nous allons faire croire que nous t'avons tué pour pouvoir te capturer en douce, pour pouvoir se toucher sans que le reste du monde ne le sache. Cependant, il y a eu des petites erreurs de calcul, comme par exemple le fait que Yelena n'ait pas réussi à maîtriser le titan charrette et le titan mâchoire, créant décidément une véritable guerre finalement sur cette place de Revelio, obligeant le bestial à tuer de nombreux Eldiens. Alors rappelez-vous de Yelena, ce jeune soldat barbu qui finalement est une femme, qui demandait au capitaine Sig de partir un peu plus loin. Et étrangement, celui-ci, très docilement, répondait « Allez, allez, allez !» イエーガーはそのまま正門に行け。はーい。 Ce même Sig Yeager qui, dans le combat, osait dire en personne « Eren Yeager, tu n'es pas mon ennemi !» エレン・イエーガーは俺の敵じゃない。 Ce même Sig Yeager qui disait à Levi « Montre-toi, le temps presse !» 出てこいよ、リヴァイ。時間がないんだろ。 expliquant que tout ce plan était mûrement chronométré et que Sig en faisait partie. Et finalement, on réalise que de tous les gens qui sont ici, ceux qui partent les premiers sont ceux qui ont quelque chose à cacher. さて行きましょうか。 Nous pouvons donc nous rendre compte que Sig Yeager a trahi tout le monde, a trahi toute sa patrie. Sig Yeager, ce jour-là, sur les toits de Shinganshina, était sincère. Il aime son petit frère, il a envie de le protéger et de le sauver, et donc de s'allier avec lui, et par la même occasion, trahir tous ses amis. C'est quelque chose de très fort, parce que quand on voit la réaction de Gabi et Falco, eux-mêmes ne le savent pas. On se rend compte qu'il s'est donc entouré dans ce plan d'hommes de confiance. Yelena, Onya Kampon, qu'il a envoyé sur Paradis, et ensuite avec qui il aura travaillé. C'est donc des soldats Mar, mais sous le commandement depuis le début de Sig Yeager. 彼女はジークの信奉者でしたから。 Il savait qu'il fallait éviter cette place, il savait que Eren Yeager allait faire un massacre. Et en parlant d'Eren, on se rappelle aussi de la lettre que Falco, pour lui, est allé poster. Une lettre qui devait avertir les soldats de Paradis que Eren allait passer à l'action. Mais là où c'est très important, c'est la réaction du bataillon face à Eren. Il se fait latter la gueule, il se fait engueuler. Eren a agi tout seul. Et Angie le dit, elle le dit clairement. Depuis 3 saisons, tu n'as fait que te faire kidnapper par l'ennemi et nous n'avons cessé de venir te chercher, nous n'avons cessé de nous sacrifier parce que tu es important, parce que tu as le titan assaillant, parce que tu es la clé de tout, parce que tu as l'originel, et ça tu le sais et tu en as joué. Tu avais énormément confiance en nous, mais pour nous, c'est terminé, on n'a plus confiance en toi. À partir de ce moment-là, Eren Yeager, tellement sûr de lui, est hors la loi. Le plan réunir l'originel et la famille royale est réussi. Cependant, ça n'a pas été sans quelques erreurs de calcul. Ces erreurs de calcul, ce sont ガビ、ファルコ。 ces 2 enfants qui, selon moi, offrent à cet épisode ces notes de gloire. Tant ils vont résumer absolument tout le vertige d'absence de bourreaux et de victimes dans un monde extrêmement bien construit. Un monde qui, on comprend, est le fruit d'un mangaka qui ne veut absolument pas créer d'antagonistes. Et ça c'est formidable, vous voyez, quand on lit une œuvre et qu'on se dit notre héros il combat un ennemi important puisqu'il a un background et ça va être chouette de le vaincre parce qu'il représente beaucoup de choses, c'est tellement ça à son paroxysme que finalement il n'y a ni gentil ni méchant, il y a juste 2 camps et un vaste trait au milieu, un putain de miroir. Lorsqu'on voit Falco adopter une sagacité absolument hors norme pour un gamin qui a vécu tant de choses depuis si petit, à escalader des cadavres dans les tranchées, jusqu'à entendre finalement ce Eren Yeager dire finalement toi et moi on est pareil, il y a du bon et du mauvais, chez moi, chez toi, c'est la même chose. Beaucoup de choses qui font travailler les méninges de cet enfant qui comprend que ça ne sert à rien de continuer. やめよう。敵は飛んでいるのに走ったって無駄だ。もう分かってるだろう。 Et que ce cycle de la vengeance est à clore
immédiatement, le plus vite possible, et que le danger existant, le plus grand de tous, c'est pas le grand terrassement, c'est une balle assassine, c'est celle de la vengeance. Et alors la discussion entre Falco et Gabi est absolument monumentale. C'est un pilier, c'est la pierre angulaire de tout ce récit. Et un jeune enfant qui ose dire à une autre « Arrêtons-nous là ». C'est aller trop loin, c'est aller beaucoup trop loin. Et je crois en fait que, c'est horrible de dire ça, mais je crois qu'ils ont raison. Je crois que là on a une carte chacun. Peut-être qu'on peut s'arrêter là. Mais Gabi, pour elle, et c'est ça qui est très important, c'est que non, la première carte, elle a été jouée par Eren Yeager à Revelio. C'est tout. Parce qu'elle n'était pas là, elle, à Shiganshina. Comme Eren n'était pas là lorsque Eldia, pendant 2000 ans, a massacré le monde entier, a massacré Mar, a esclavagé Mar pendant 2000 ans. Personne n'a été là avant, et c'est pourquoi le péché des pères qui s'étend sur les enfants est absolument désastreux. Et Gabi répond alors avec beaucoup de justesse que elle, pour elle, ça commence maintenant. Et du coup, elle va se venger, sans savoir qu'elle se venge d'un acte qui est la vengeance d'un enfant qui voulait se venger. 目の前でジークさんが殺されて何もできないまま、なんでこんなことをされたのかわからないまま。 Je ne comprends pas, elle le disait. Je ne comprends pas pourquoi Sophia est morte. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est mort. Comme Eren Yeager se demandait à Reiner, je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer pourquoi ma mère est morte? なぜだライナなんで母さんはあの日巨人に食われた踏みにじられたからだ。敵もマーレの戦士から攻撃されて大勢殺されたから、その報復で。あんたはそれを見たの？いや、見てない。私も見てない。 Et donc dans ce dialogue, où pour la toute première fois le cycle de la vengeance est explicitement mentionné, Hajime Isayama nous parle de quelque chose de très important pour nous aussi lecteurs dans notre vie, qui sommes arrivés bien plus tard après les guerres, c'est le devoir de mémoire. Il y avait beaucoup de morts. On montait dessus pour traverser. On montait dessus pour aller à l'attaque. C'était terrible de voir une chose pareille. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il nous a dit pour un commandant. Vous êtes venu ici pour crever. Le son premier mot. C'était beau, ça. C'était rassurant, ça. Ou ici on nous raconte, t'étais là pour le voir? Bah non, alors, t'en sais rien? Eh bien si, c'est important de prendre en compte le passé pour créer un meilleur futur, pour avancer, pour ne pas répéter les erreurs. Comme le roi Fritz qui a fait exactement en soi un choix politique extrêmement fort, mais qui peut être perçu comme le contre-exemple absolu du travail de mémoire, puisque justement, il a effacer la mémoire de son peuple. Et ça, c'est comme si... la pire chose. C'est comme si on avait effacé la mémoire, par exemple, du XXe siècle. Imaginez la catastrophe que ce serait pour nos générations. Et donc, l'écriture d'Isayama, déjà sublimée dans cet épisode, est d'une justesse terrifiante, parce que ça va juste, eh bien, peindre la guerre. 大勝利だ君たちエルディア人部隊のために他ならない。我ら新生エルディア帝国の初陣は大勝利だぞ。さあ喜べ。奴らを黙らせてきます。今宵だけだ。あいつらまだ騒いでやがるのか。 Tout est un miroir. Isayama va nous montrer en fait qu'il n'y a pas de bourreau, pas de victime, qu'il y a absolument rien de manichéen et que tout le monde se fout sur la gueule parce qu'ils veulent juste se venger, parce que c'est des êtres humains. Tout ça est synthétisé en fait avec la relation Eren-Reiner et Falco-Gabi. やめよう。 Où vous l'avez bien vu que Falco est celui qui est proche d'un Reiner Braun. そうだ。お前がガビを救い出すんだ。この真っ暗な俺たちの未来から。 Et Gabi, par sa haine, par ses dents qui grincent, son regard plein de colère, est le miroir d'Eren Yeager, ce nouvel enfant qui va poursuivre le cycle de la vengeance et tirer une balle assassine. Imaginez faire découvrir cette œuvre à l'épisode 60. On a ce méchant Eren Yeager perçu vraiment comme un démon par les marionnettes de Willy. On se dirait que Gabi, tout le monde serait avec elle. そう信じていたから頑張ってこれたのに全て壊された。こんな収容区でも
私の大切な人たちのいる私の家だから、それを踏みにじられることは許せないの。On aimerait qu'elle se venge, on aimerait que depuis le début, et on nous dirait c'est parce que ils ont tué Sofia, c'est parce qu'ils ont tué Udo, on n'oublie pas, on était là depuis le tout début. Et c'est exactement ce traitement qu'on a avec Eren Yeager. Eren Yeager qui finalement, comme ses parents, comme tout le monde, a eu la mémoire blanchie. Et imaginez alors, peut-être que ce roi Fritz, il y a 107 ans, qui voulait juste éviter que des erreurs futures se produisent, peut-être que ce qu'il aurait dû faire, au lieu d'effacer la mémoire de son peuple, c'était de créer un livre d'histoire objectif. Et c'est pourquoi l'histoire et son contexte est extrêmement important. Si les enfants de Paradis avaient été élevés dans la connaissance de leur sort, peut-être qu'il en aurait été autrement aujourd'hui. Nous sommes donc dans un monde en guerre, et alors, les personnages ont du mal à avouer leurs sentiments, et c'est quelque chose qui est très important dans Shingeki no Kyojin, c'est l'amour. Et principalement dans cette saison. Pour les lecteurs de manga, vous savez qu'on aura beaucoup plus d'occasions d'y revenir plus tard, mais ça a déjà commencé, où on voit que l'amour dans Shingeki no Kyojin est en fait omniprésent, mais on ne le voit pas, on ne le remarque pas, il est invisible parce que les personnages eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Quand on voit un Kiss sadiste qui ne dit rien, qui regarde juste son meilleur pote se marier avec la femme qu'il aime. Erwin Smith qui est présenté comme un personnage qui dit lui-même ne pas pouvoir tomber amoureux car obligé de partir en guerre et donc laisse la femme qu'il aime à son meilleur ami. On retrouve aussi une Mikasa Ackerman totalement incapable de parler de ses sentiments. Elle n'y arrive pas et le seul moment où elle pense pouvoir le dire, c'est à la frontière de la mort sur un champ de bataille. Et là, aujourd'hui, eh bien, on a une nouvelle relation amoureuse entre un petit enfant et une petite fille, Falco et Gabi, et il n'arrive pas à en parler. À chaque fois que Gabi demande pourquoi Falco agit de la sorte, il répond « Parce que c'est moi qui hériterai du titan cuirassé. » Et à chaque fois qu'il lui dit ça, il lui dit « je t'aime ». Un cycle terrible de la vengeance où, pour chacun, et c'est vraiment l'importance de montrer qu'il n'y a ni gentil ni méchant, mais uniquement deux camps qui se valent complètement, et je comprends qu'à ce stade de l'animé, lorsqu'on le regarde, on se dit c'est complètement impossible d'apprécier Mar, ou en tout cas autant que l'île de Paradis et ses Eldiens confinés. Nous retrouverons alors des similitudes écrites pour blesser les lecteurs et spectateurs qui n'ont toujours pas digéré les 3 premières saisons. Vous détestez Gabi ? Elle partage pourtant le même esprit que votre héros sauveur de l'humanité. Vraiment nécessaire de comprendre que c'est A est égal à A, qu'il n'y a pas A ou B, c'est vraiment les deux, c'est exactement les mêmes. L'échange entre Reiner et Eren définit donc parfaitement le rôle de leur titan, l'assaillant face au cuirassé, l'épée contre le bouclier, car tandis qu'Eren en chasseur bondit sur sa proie puisqu'il est le titan qui attaque, il n'avait pas vu que le bras de Reiner n'était pas tendu pour un coup de poing, mais pour récupérer son ami, devoir du bouclier du peuple et rôle du cuirassé. Et alors qu'ils sont en train de célébrer, eh bien Hajime Isayama, par sa mécanique de toujours surprendre les lecteurs, les faire souffrir, super, on a gagné, Gabi arrive dans le dirigeable et tire sur Sasha Braus. C'est un élément qui est très important dans le manga et qui aura été mais parfaitement réalisé dans cet épisode, c'était d'une justesse terrifiante, c'était excellent, c'était très émouvant, très dur. C'est une vraie catastrophe en fait d'en arriver là et on voit tout ce que en 1 seconde il se passe. Ça tire sur Sasha, elle s'effondre, Falco empêche Gabi de tirer ensuite sur Jean qui donc aussi tire à côté parce que Falco eh bien, empêche Jean de tirer sur Gabi et empêche en même temps de Gabi de tirer sur Jean.
Et vous comprenez alors le parallèle très fort de Jean qui a sauvé Falco de manière très ambiguë, l'épisode précédent, qui au final le lui rend de manière tout aussi ambiguë puisqu'il a juste sauvé sa copine, mais en attendant il a sauvé également Jean Christine. Un cycle ici de la vie qui pourrait être représenté par un autre cycle de la mort où, il y a pas si longtemps, Sacha, sur le toit, tuait les gardes de l'Evelio, mais épargner la petite fille. On retrouve les premières saisons d'SNK ici qui nous font un travail de nostalgie très poignant puisque Sacha rend l'âme et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle aurait dû le faire il y a de cela quelques années lors de l'épisode 2 de la saison 2 où face au titan qui l'enlace terriblement et eh bien elle devait se faire dévorer ici. L'éditeur d'Isayama, complètement choqué par la violence de l'acte, alla se réfugier dans la salle de bain, pleurer un coup et puis face à cette réaction, Isayama décida de sauver notre petite princesse. Et alors quelque chose ne vous a pas échappé, c'est le sourire narquois d'Eren Yeager, son petit moment de breakdown, son mental breakdown où il devient extrêmement nerveux, anxieux et alors il rigole tout en pleurant. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça soulève beaucoup de traits de caractère chez le personnage qui comprend qu'un plan dans ce monde cruel nécessite des sacrifices, comprend également les dernières paroles de Sacha Brooks, on va y revenir parce qu'elles ont un sens caché, et surtout fait un hommage formel remarquable à son ami. En effet, ce personnage de Sacha Brooks nous a offert un petit moment de poésie très fort lorsqu'elle sauvait cette petite fille près de Lagako, et alors elle disait « Pourquoi est-ce que je me souviens de tous ces moments ?» Des moments inutiles, des moments sans grands intérêts, pourquoi est-ce que je m'en souviens tout de suite alors que j'approche de la mort? Et alors en lui offrant une dernière pensée, Eren Yeager se souvient d'elle dans un moment inutile, fugace, sans trop d'importance, où elle voulait manger de la viande. Et alors, c'est dans ce dirigeable, en direction de Paradis, qu'on retrouve l'ancien SNK, avec nostalgie, avec les personnages qui se retrouvent aussi, eux, après le massacre. Et c'est très mélancolique, c'est très triste. Déjà, beaucoup de parallèles peuvent être créés. On retrouve un Armin qui avant souriait et tendait la main à son ami après la chute de la caverne Fritz. Aujourd'hui, eh bien, ils sont tout tristes. Ils sont vides, ils sont fantomatiques. Désabusés. Voilà, ils ont grandi, ils sont plus matures, mais la vie est devenue beaucoup plus triste. Et d'ailleurs, c'est en tuant un des personnages les plus drôles et les plus joyeux de l'attaque des Titans qu'Hajime Isayama nous donne le ton de la saison finale. On retrouve également un autre parallèle avec le caporal Latan, la figure d'Eren, comme au tribunal dans la première saison, se rappelant du bien fou que cela faisait. En lui disant également que son regard ressemble à celui des gens du bas-fond, là où a grandi Levi. Exactement le même regard qu'il avait donc enfant. On peut que comprendre le dégoût du caporal à qui ce regard communique tout ce qu'il déteste. La période la plus dégueulasse de sa vie qui fait qu'aujourd'hui c'est quelqu'un de maniaque du ménage, une période qu'il méprise de tout son être et il la voit juste devant lui à 30 cm. On se rend compte alors que l'ordre, le système militaire de Paradis, de l'humanité derrière les murs, a bien changé avec le personnage de Lobov. Lui qui était un des commandants de la garnison, ceux qui portaient des roses dans leur dos, est aujourd'hui un membre du bataillon d'exploration. Tout simplement parce que les roses n'ont plus lieu d'être. La garnison, c'est de l'histoire ancienne. Parce que vous avez bien compris que depuis 4 ans, il n'y a plus de titans sur Paradis et que donc l'humanité, pour la première fois, n'a plus besoin de se défendre. Ils ne font qu'une seule chose, attaquer. Donc les roses ont disparu, il ne reste plus que les licornes et les ailes de la liberté. Et alors, est-ce qu'il aurait pu en être autrement? Maintenant, c'est quelque chose d'irréversible, et puis le regard d'Armin, lorsqu'il tend la main à Eren, communique, avant la mort de Sacha, que
plus rien ne sera comme avant. C'est très triste parce que c'est le ton de cette saison finale où ça va aller que décrescendo, ça va aller dans les enfers, c'est une chute absolument désastreuse et cela pour absolument tous les personnages. De ce fait, on pense avec émotion une parole d'Isayama lors d'une interview, on lui demandait est-ce que quelqu'un ronfle parmi la 104e division? Et puis la réponse était Sacha Braus. Mais ça ne semblait pas déranger Mikasa Ackerman qui partageait sa chambre. L'histoire avance et donc le bataillon d'exploration, la 104e brigade qu'on connaît depuis tout ce temps, se réduit petit à petit, il ne reste plus grand monde et Sacha Braus nous quitte avec des dernières paroles. Et alors qu'on vous racontait que l'amour dans le Shingeki no Kyojin a toute son importance mais que les personnages n'arrivent pas à l'exprimer, soyez là la semaine prochaine pour la véritable explication et signification de la toute dernière parole de Sacha.